Bonjour tout le monde et merci beaucoup d'être là. Je suis un réalisateur allemand, mais je parle à peu près le français. Donc, c'était avec grand plaisir. La première du film était à Biel, en Suisse, l'été 2024. Et aujourd'hui, à Genève, j'ai vraiment le grand plaisir d'être entre amis, on peut dire. Ça fait toujours grand plaisir de faire un visionnage et aussi une discussion ensuite. Sur le sujet, je suis à peu près 20 ans. Mon premier film, il est passé à l'antenne France 2 dans une émission qui s'appelle Infrarouge. Et le titre, c'était Portable en accusation. Depuis, je fais plusieurs films, donc vous pouvez voir le film maintenant, le film de dilemme numérique, dans le website gratuitement. Vous le trouvez sur YouTube et puis en 4 langues. Et ça, c'est grâce à la possibilité qu'on m'a donnée avec des gens qui ont dit que c'est trop important. Il faut aider ce réalisateur parce que la télévision ne veut plus ces sortes de films. Donc, c'est normal. J'ai essayé de traiter le sujet de niveau scientifique le plus haut possible. Et je fais pas mal de voyages. J'ai raconté les gens formidables qui ont vraiment fait une profonde recherche sur les thématiques. Et pendant ces 20 ans, j'ai vu l'évolution de la science dans un niveau extraordinaire et en même temps, j'ai mon foutisme côté l'industrie et c'est là-bas, malheureusement, c'est le lobbyisme qui a pris le pouvoir. Et ça, c'est aussi une partie que je fais voir dans ce film. Dans le film, il y a des voix, je laisse parler les gens, comme par exemple Michel Rivasi, comme par exemple Madame Fiorella Belpoggi, eux qui ont fait un énorme travail pour réveiller un peu les gens. Mais je suis aussi capable de montrer des solutions, parce qu'il y a aussi des solutions. Et là aussi, ça vient de la France, et je peux vous dire, c'est ce qu'on appelle le LIFI. Et là, je suis actuellement donc à Genève, et dans quelques semaines, j'ai le grand plaisir de montrer les résultats d'une recherche sur l'effet de l'IFI sur les plantes. Et ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est fantastique et c'est une demande de Bruxelles de montrer que ça fait pas mal aux plantes, par exemple. Et ça me donne un grand espoir. Et dans mon film, on voit aussi un grand monsieur qui m'a dit qu'il était avec sa femme en 2006 devant la télévision pour regarder mon film. Et puis, après le film, sa femme a dit, mais c'est toi le génie, il faut que tu fasses quelque chose. Et c'est à ce moment-là, il s'est mis au travail et qu'il a trouvé la solution pour l'avenir. Et voilà, j'espère que ce film vous a plu. Et maintenant, je peux donner le micro à Ghislaine. Et je remercie beaucoup parce que Ghislaine a fait un énorme travail depuis des années. Et le moratoire 5G, on travaille aussi, ou on parle aussi dans le film. Je pense que dans ce film, on peut aussi voir les gens qui se battent, mais avec du cœur. Et c'est pour moi aussi toujours un très grand plaisir de trouver les gens du cœur. Parce que finalement, c'est ça, il faut qu'on pense à nos enfants et l'avenir. Et il faut un avenir sans ondes. Et c'est un certain principe, c'est les ondes de choc. On n'a pas besoin encore des chocs. OK, merci beaucoup. Pour l'instant, je donne la parole à Ghislaine, OK? Tout d'accord, je voulais te remercier pour toujours la qualité de ce film. On en a parlé plusieurs fois.
Vraiment, il traite absolument tous les aspects qui sont importants de cette problématique, qui est pas seulement la 5G, mais qui est aussi des ondes électromagnétiques depuis bien longtemps. Et on sait qu'en tout cas officiellement et dans le milieu de l'armée, c'était connu déjà avec la technologie du radar après la Deuxième Guerre mondiale, et il y avait déjà encore des recherches même en amont. Donc, j'ai beaucoup aimé la partie que tu as faite, bien sûr, sur toutes ces recherches qui sont complètement biaisées. Nos politiques sont soit innocents, soit corrompus, ou ils ne veulent pas savoir. Mais ils ont vraiment une grande responsabilité de tout ce qui est en train de se passer depuis quelques décennies. Et en fait, c'est un phénomène qui est très connu, comme il a été fait pour d'autres recherches, que ce soit pour l'amiante et d'autres. Et malheureusement, c'est vrai, tous ces chercheurs sont mis au pilori et ont des problèmes. Et ça, il faut vraiment le savoir. Si vous commencez à entendre que quelqu'un est critiqué, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, cherchez derrière. Soit vous trouverez rien, soit vous trouverez des choses qui sont très, très intéressantes à savoir. Voilà, et puis je voulais juste, pour l'histoire du 5G moratoire pour la Suisse, c'est un nom qui est énorme, mais c'est pas nous qui avons fait les moratoires. À Genève, on a participé avec les politiques, mais c'était complètement écarté, malheureusement. Mais nous, on travaille surtout sur le canton de Genève et on essaye de participer avec les autres associations sur les autres cantons et surtout essayer d'informer à plusieurs niveaux quand on y arrive et quand on a le temps aussi. Voilà. Maintenant, j'ai passé la parole à Alexis. Merci Ghislaine. Donc, écoutez, je suis très content d'être là et je suis aussi très content d'être à côté de Klaus parce que il fait vraiment de superbes films. J'ai eu vraiment l'occasion de découvrir son travail en 2018 à l'occasion du festival du film vert quand est sorti Thank You for Calling. Et donc j'ai vu le film à Genève et il y avait Jacques Rosset qui s'occupait du débat et je suis allé sur le site du festival du film vert et puis j'ai contacté les organisateurs et du coup j'ai fait les débats à Mérin, à Lausanne et à Martigny en fait parce que je trouvais vraiment le sujet intéressant. Et je venais juste de démarrer mon activité de consultant à Genève, en fait, en 2018. Donc, moi, je suis un homme de terrain, en fait. J'ai une formation d'ingénieur. J'ai fait beaucoup de mesures. J'ai été surtout enseignant d'électronique, de physique, de chimie. Et à un moment donné, j'ai eu envie de m'intéresser à ce sujet qui me questionnait de longue date, en fait. Et donc, donc, je connais aussi bien Ghislaine Jacquier. Je trouve qu'elle fait un travail remarquable. Et toutes ces mises à l'enquête, ça les arrête pas, mais ça les retarde beaucoup, quoi. Donc c'est un travail de fourmi, mais qui est absolument extraordinaire. Donc je suis très très heureux d'être là parmi vous, en fait. Donc sur le terrain, qu'est-ce que je constate, par exemple avec la 5G, c'est qu'il y a une augmentation des puissances de crête. C'est flagrant, quoi. Donc je vais vous donner juste un petit exemple. Avec une équipe, on a fait un tournage sur Paris il y a 2022, avec une amie qui est dans le même métier que moi. Et j'ai mesuré les puissances de crête en 3 endroits stratégiques, les Halles, la Bastille et la gare de Lyon. Je suis un ancien Parisien, donc je connais bien le coin. J'ai eu des puissances de crête de 16,5 volts par mètre. Bon, ça vous dit rien. Maintenant, si je compare avec le chalet familial dans lequel j'ai beaucoup passé de temps, un endroit très très sympa en Haute-Savoie, à l'époque, en 2015, il n'y avait pas de 5G. Maintenant, il y a une antenne à 200 mètres, donc c'est moins bien, on va dire. Mais à l'époque, tout en pouvant passer des coups de fil en 2G, on était à 0,01 volts par mètre. C'est-à-dire 1650 fois moins. Et ça, c'est en champ électrique. Et quand on sait que la puissance reçue, pour faire les calculs, il faut prendre le champ électrique et le multiplier par lui-même, ça veut dire, en gros, que entre le chalet tranquille à la montagne et Paris, le rapport est de 1 à 3 millions à peu près en puissance. Et ça, personne ne le sait, parce que d'abord, personne ne fait de mesures. Et si on s'intéresse aux mesures officielles, on n'a rien. Parce que souvent, ce sont les puissances moyennes qu'on mesure, et pas les puissances de crête. Si vous voulez, si vous faites un match de boxe, ce qui fait mal, c'est surtout les gros coups, quoi. Vous voyez, c'est pas la puissance moyenne des coups. C'est le coup qui met KO. Donc, mais la norme officielle de l'ICNIRP, c'est les puissances moyennes. Vous voyez déjà un peu l'escroquerie scientifique qui est derrière, finalement. Donc, bref. Les puissances ont augmenté,
voilà, je pourrais parler de plein de choses. Hein, le sujet me passionne. Je pense qu'il y aura j'ai plein de choses à dire. Peut-être si avant de laisser la parole aux autres ou aux questions. Simplement, j'ai reçu ça il y a quelques mois d'une activiste américaine dans la mouvance d'Arthur Firstenberg, qui a écrit L'arc-en-ciel invisible, un magnifique livre sur l'histoire de l'électricité, et qui a été traduit en français par un Suisse, Sostenberger, que je salue ici. Et donc, en fait, je me suis dit, mais oui, mais bon sang, mais c'est bien sûr. En fait, qu'est-ce qui se passe finalement? On a toutes sortes de choses qui se déroulent. On a l'impression qu'il y a un agenda, en fait, qui est en train de se déployer. L'agenda des ondes, si vous voulez. Et donc, je vais me permettre de mettre mes lunettes, parce que sinon, je n'y vois rien. Et donc, voilà. Et donc, au centre, il y a l'intelligence artificielle. Bon, on pourra en parler. Donc, reconnaissance faciale. Très bien. OK. Les smart meters, compteurs communicants, type compteur Linky en France et maintenant en Suisse. Hein. Les smartphones, bon, mais ça tout le monde connaît. Starlink aussi. Les satellites en basse orbite, c'est-à-dire à peu près 500 km d'altitude. La 5G, le social, la monnaie numérique, le crédit carbone personnel, oui. Les smart cities, Neuralink aussi, sympa, et les cités 15 minutes, et l'identité digitale. Et tout ça contrôlé par l'AI, qui n'est pas intelligente, hein, ce sont des algorithmes. Je ne sais pas si les algorithmes, c'est des programmes en fait. Hein. Voilà. Moi, j'ai fait plein de programmation dans mes études et tout, donc c'est simple en fait. Mais on fait croire que c'est intelligent, c'est pas vrai. Par contre, c'est un superbe outil de surveillance. Voilà. Donc, on pourra peut-être aussi parler de ça. Il y a quand même un plan, et je pense que c'est bon de dézoomer. Il n'y a pas que des problèmes particuliers, il y a un gros problème global. Il y a trop de technologie en fait. Hein. Pour moi, il y a beaucoup trop de technologie et ouais. Donc, il faudrait réduire il faudrait vivre plus simplement, quoi. Je pense que ça serait la grande solution et peut-être même lâcher le smartphone. Moi, je l'ai fait il y a quelques années. C'est sympa. C'est aussi sympa de lâcher le smartphone que de vivre à la campagne, loin des antennes relais, sans compteur communicant, avec une belle énergie. Ça, c'est cool. En fait, on vit mieux sans portable. Franchement. Et il faut s'organiser. C'est possible. On pourra en parler si vous voulez. Moi, j'aurais voulu savoir si vous avez plus d'informations par rapport au compteur intelligent, puisque ça vient dans la région maintenant, ça commence à être Linky. Ouais. Je sais qu'en France, c'est avancé, au Portugal aussi, de ce que j'ai compris. Et puis à Genève, puisqu'on est dans le canton de Genève, c'est en train d'être installé partout. Donc j'aimerais savoir quelles sont les statistiques de santé et autres par rapport à Linky. Alors, au niveau des statistiques de santé, je peux pas, franchement dire, je ne sais pas. Mais une chose qui est sûre, c'est que pour toutes les personnes qui sont électro-hypersensibles, le fait d'avoir des compteurs intelligents, c'est gravissime. Puisque tout le système électrique devient radiatif. Hein. C'est des courants porteurs en ligne. Alors, il y a des technologies qui sont un peu moins toxiques et d'autres un peu plus. Je ne sais pas exactement la différence entre le Linky et le système helvétique. Mais une chose qui est sûre, c'est que les gens qui ont ce système-là, leur santé est touchée. Ça, c'est sûr. Je peux vous dire, en Allemagne, nous avons trouvé le droit que ça tourne pas tout le temps. Donc, le smart meter, juste une fois par mois ou quelque chose qu'ils ont besoin. Et ça, c'est en Allemagne, on peut administrativement demander ça et ça marche. Alors, je sais pas si c'est possible aussi en Suisse ou en France. Donc, moi j'exerce en Suisse, hein, mais je suis français, donc je connais bien la situation des Linky. J'ai commencé à faire des mesures Linky en 2018. Donc, à l'époque, on pouvait faire des mesures assez simples avec des appareils très très basiques, parce qu'il y avait tout le temps des impulsions. Sauf que ensuite, ils ont arrêté ça et ils se sont contentés de faire des mesures, de lancer les impulsions la nuit seulement. En fait, ces impulsions, c'est du CPLG3, ça a été inventé par les Français en fait. Hein. Même si ça se déploie au Portugal, j'ai un client suisse qui est parti vivre au Portugal, il m'a expliqué la situation. Ça se déploie aussi en Suisse. Il y a déjà plusieurs années, j'ai fait des mesures au Tessin. Il y avait des compteurs Linky suisses, hein, la même chose. Et puis j'en ai fait plein dans le canton de Vaud. Par contre, dans le canton de Genève, ça se déploie, mais j'ai jamais eu de situation sur le terrain où j'avais un problème. Ce que je peux dire, c'est que, comment vous expliquer, je fais des mesures
certes, mais c'est pas vraiment un problème d'intensité avec le Linky. Je suis quelqu'un de très sensible. Je perçois les problèmes électriques quand j'arrive quelque part, en fait. Alors depuis, je me suis formé en géobiologie pour aller plus loin, pour étudier toutes sortes d'effets, les problèmes telluriques, mais aussi comment dire, m'intéresser au niveau énergétique d'un lieu, en fait. Quand vous avez un compteur Linky, c'est l'information qui est toxique, c'est pas tellement les niveaux d'intensité. Ça fait chuter le taux vibratoire du lieu, clairement, quoi, et tout autour de la maison, du reste. Donc, la meilleure solution, c'est de le refuser. Après, pour les solutions, mais j'ai étudié toutes les solutions, enfin, je continue d'ailleurs, hein. Le filtrage physique avec des filtres qu'on met sur les prises, des filtres à condensateur, ça marche pas vraiment. On a des filtres en ligne qu'on branche sur le tableau électrique. Ça filtre un peu, mais ça filtre pas tout, en fait. Vous arrêtez pas tout. Il y a des solutions un peu plus exotiques qui peuvent donner de bons effets, mais c'est jamais parfait, en fait. Donc, personnellement, moi, je ne peux pas dormir avec un compteur Linky. Ou alors, il faut arrêter le compteur. J'y arrive pas. J'ai déjà fait l'essai. Je peux pas. Je dors pas. J'ai fait une nuit comme ça. Je dormais pas, en fait. Je suis parti dormir dans ma voiture. Donc, c'est un vrai problème. Et il se déploie en Suisse. Par contre, vous savez que vous avez le droit de refuser à Genève. Et dans le canton de Vaud, vous avez le droit de refuser. Par contre, dans le Tessin, vous pouvez pas refuser, a priori. Ce que j'ai parlé à mon client. Je lui ai dit, mais finalement, 2 ans plus tard, je lui ai dit, mais vous pouvez peut-être le faire enlever. A priori, non. Et en France, vous pouvez le faire enlever si vous faites un procès tout en étant électro-hypersensible, avec un certificat médical. Voilà. Mais moi, je conseille vraiment de le refuser, parce que les solutions, franchement, je les utilise depuis longtemps dans mon travail. J'apporte des solutions. Quand des clients viennent me voir, me disent on a un problème chez nous, c'est mon métier en fait. C'est de régler les problèmes chez les particuliers et dans les entreprises, ou de faire des rapports pour une fondation, pour des procès juridiques, à destination d'avocats. Je fais des mesures, je fais un rapport, ça je sais faire. Mais je suis surtout un homme de solution. Et le compteur Linky, c'est un des trucs les plus durs à régler, avec les antennes relais bien sûr, et les lignes haute tension, et éventuellement les transformateurs, quand tout ça est très proche. Sinon, il y a des solutions. Donc, le mieux, c'est de refuser. Alors, si vous êtes dans un immeuble avec plein de compteurs Linky, autant vous dire que la situation est difficile. Il y a quand même des solutions qui marchent partiellement. Ça sera pas vraiment bon à 100% par contre. Ça faut pas rêver. Mais on peut nettement améliorer les choses. Par contre, ce sont pas des solutions physiquement mesurables. Ce sont des solutions qui vont, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Vous savez, la France est un pays rationnel, la Suisse romande aussi. Donc, si vous parlez d'énergétique, c'est pas très sérieux, quoi. Donc, on pourrait parler de la théorie des champs de torsion que les Russes ont énormément travaillé depuis une 50aine d'années, du temps de l'époque de la Russie soviétique, et ils ont fait beaucoup de découvertes en fait. Donc, si vous voulez, quand vous avez un problème électromagnétique, vous avez des choses mesurables comme le champ électrique, le champ magnétique, ou des ondes électromagnétiques, mais vous avez aussi un champ de torsion. Et ce champ de torsion, il est soit lévogire, néfaste à la vie, ou dextrogire, favorable à la vie. Et ça, seul le vivant peut capter le vivant. Donc les machines ne peuvent pas le mesurer, mais vous pouvez le percevoir. Ou éventuellement, si vous êtes radiesthésiste, vous faites des mesures de taux vibratoire et puis vous constatez la chose en fait. Donc, je vous donnerai un seul exemple. Un de mes premiers bilans, c'était en 2018 à Montreux. Un client m'appelle pour un bilan. J'arrive au rez-de-chaussée, tout va bien. Et puis il n'y avait pas d'ascenseur, donc je montais les étages et j'avais de plus en plus mal au crâne. Et quand je suis arrivé au sommet, chez lui, il m'a dit oui, il y a une antenne au-dessus de moi. Sauf que il y avait une plaque en tôle en fait. Donc les mesures étaient pas si terribles que ça, mais le mal de crâne était horrible. Donc c'était pas la partie physique qui était nuisible, mais c'était la partie, ce qu'on appelle le champ de torsion, si vous voulez, dans ce type de théorie. Et donc là, malgré le blindage en fait. Donc vous voyez, ce que capte le vivant, c'est pas ce que montrent les mesures forcément, même s'il y a quand même une corrélation. Si vous avez des forts niveaux, vous serez mal quand même. Mais même à faible niveau, vous pouvez être très très mal, parce que c'est la partie non mesurable qui va vous gêner en fait, et qui va gêner le vivant, et qui va carrément nuire à votre santé. Donc dans ces cas-là, il faut trouver des solutions adaptées. Ce que j'ai fait du reste, en disant à mon client, bon, restez pas 10 ans là-bas, quoi. On a amélioré la situation, mais essayez de déménager peut-être dans 1 an, quoi. Vous voyez, le temps de trouver une solution, quoi. Donc le problème, il est très très complexe. D'ailleurs, je voudrais pas accaparer le micro, mais quand vous imaginez toutes ces antennes relais qui sont
sur le territoire ou au niveau mondial, vous avez une espèce de grille d'antennes relais qui finalement vont affaiblir le taux vibratoire de la planète. C'est ce qui se passe. À Genève, c'est dramatique. Les taux vibratoires sont effondrés, en fait, à cause des antennes relais. Donc, il faut aller dans des lieux qui sont sains. Et pour être en bonne santé, il faut un lieu avec un bon taux vibratoire, sinon c'est vous qui allez vous dévitaliser. Votre lieu de vie, c'est mon travail de faire ça, doit vous ressourcer. Donc, il faut enlever toutes les nuisances électromagnétiques, et à la fin, on doit avoir un lieu qui soit vital. Vous voyez, c'est ça le but. Ici, le lieu est plutôt bon, ici. Hein. Ici, dans ce lieu-là, même le jardin, il est bon. Mais si vous allez dehors, c'est beaucoup moins bon. Donc, il y a tout un travail qui est à faire, qui peut être fait. Et je pense qu'une des solutions de protection, ça va vraiment être d'améliorer la qualité de son lieu de vie, et si possible, loin des antennes. Parce qu'en plein centre de Genève, c'est quand même très compliqué d'avoir un lieu qui soit sain pour la santé. Je dis Genève, mais Paris, encore pire, quoi. Au sujet de la LiFi, en Haute-Savoie, il y a des associations qui expliquent comment on peut faire pour refuser. Il faut refuser déjà quand on reçoit l'avis, on va vous installer la Linky. Il faut écrire je refuse. Mais on peut faire des démarches, je pense que c'est partout, on peut faire des démarches juridiques pour empêcher qu'ils l'installent. Au sujet des intensités, les études nous ont amené à voir qu'en fait, c'était pas l'intensité, c'était pas les microwaves, c'était les extrêmement basses fréquences qu'il y avait toujours dans toute installation électrique qui perturbaient le plus les organismes vivants, que ce soit les plantes ou les êtres humains, parce que ça rentrait en résonance avec les fréquences des cellules vivantes. En tout cas, pour Genève, vous pouvez écrire. Normalement, à l'époque, avec l'association, on avait informé les gens pour pouvoir refuser le compteur Linky. Alors après, quand il est mis, c'est comme pour tout, les choses sont toujours beaucoup plus complexes. Voilà. Je vais commenter ce que dit Madame, qui est très intéressant, c'est que c'est souvent la conjugaison d'un signal très basse fréquence avec un signal haute fréquence. Et donc, c'est vrai que le 50 Hz du réseau, il est quand même pas très toxique en général. Sauf quand c'est bourré d'électricité sale, qui sont des fréquences dans la gamme des kilohertz et qui sont des radiofréquences à partir de 9 kHz. Bon, le compteur Linky, ce sont aussi des radiofréquences émises volontairement entre 35 kHz et 90 kHz, plus les harmoniques. Ça veut dire qu'on monte à peu près jusqu'à 300 kHz. Bon, et donc, moi, mon hypothèse, c'est que les signaux composites, avec très basse fréquence, effectivement, avec action biologique, et des radiofréquences, c'est toxique. Et c'est aussi pour ça que le Wi-Fi est hyper toxique, parce que vous avez une porteuse, première version 2,4 GHz, après ça peut monter à 5 GHz, mais modulée, enfin pulsée, très très basse fréquence à 10 Hz, c'est-à-dire 10 coups par seconde. Et donc vous avez un signal très basse fréquence et un signal haute fréquence. Et c'est hyper bioactif, dans le mauvais sens du terme. Donc madame, vous avez raison en fait. Hein. Donc voilà, je pense que la toxicité de certains signaux est beaucoup plus grande que d'autres. Et d'ailleurs, certains organismes de certification, comme par exemple l'Académie européenne de médecine environnementale, qui a été créée entre autres par Igor Beliaev, hein, ils ont édité des standards biocompatibles où le Wi-Fi est jugé 10 fois plus strictement que la 2G ou la 3G ou la 4G, par exemple. Leur standard date de 2016, c'est le standard Europa-M. Ça, c'est un bon standard. Moi, je travaille avec ces standards-là. Alors que le standard ICNIRP, qui dépend finalement, qui est lié à l'industrie, on a des valeurs qui sont des milliers de fois plus importantes. En fait, on est dans deux mondes différents. En fait, dans un cas, on permet à la technologie de fonctionner, et dans l'autre cas, on préserve la santé sur le long terme. C'est ça le grand jeu, le grand débat, en fait. Je peux vous dire, vous avez vu ICNIRP dans le film, et vous savez où c'est basé, ICNIRP? Où ça se trouve? Non, en Allemagne. Dans le centre de protection de l'Allemagne. Ils ont leur bureau et c'est nous qui le payons, cet organisme international qui... c'est nos taxes. C'est nos taxes, voilà, bien utilisées.
Ils font du très bon travail. Ils attaquent tout de suite s'il y a une étude qui a trouvé un problème. C'est pas une bonne étude. Il faut tout de suite l'attaquer. Et c'est incroyable. Et c'est basé à Munich. Mais ça fait plus que 20 ans. Et quand j'ai commencé mon travail, c'était en 2004 en fait. Dans ma recherche, je trouvais un monsieur qui s'appelle Rapaccioli, Mike Rapaccioli, un Australien, qui était engagé par la OMS ici à Genève pour être le manager pour la santé. Et celui-là, il a voyagé le monde entier pour dire il n'y a pas de problème. Malgré lui-même, scientifiquement, il avait trouvé un problème. Mais bon, si on a un très bon salaire, il n'y a plus de problème. Et donc, c'est incroyable. Je pensais, mais comment ça c'est possible? Un mec comme ça. 2 ans après, il était viré quand même, mais il travaille maintenant officiellement pour l'industrie. Donc, il y a toujours des histoires comme ça. Et c'est ça, je pense que c'est très important que chacun s'informe. Et c'est pour ça que je fais ce film, pour aider un petit peu. Peut-être vous pouvez aussi à la maison discuter, etc., etc. Et voilà. Là, il y a... La difficulté, lorsqu'on est convaincu soi-même par la rencontre de personnes, en l'occurrence pour moi ça a été Ghislaine qui m'a ouvert les yeux, et lorsqu'on prend conscience de ce danger qui est général, c'est vrai, on peut se protéger de la cigarette, on peut se protéger de l'alcool, de l'amiante encore, et pour les ondes, non, c'est là, ça nous matraque. On essaye d'alerter les gens, et vous le faites d'une manière magnifique. Mais par exemple, moi, j'ai un frère qui est médecin, et c'est à peine si j'ose lui envoyer un film, parce que on se fait tellement rabrouer, on est tellement mis de côté. J'ai une famille, des petits-enfants, et le combat, il est rude. Donc, je voudrais peut-être qu'on puisse parler un peu de cet aspect, parce que c'est démoralisant. Tout en étant convaincu qu'on est dans le vrai. Oui, mais on a vu ces derniers 5 ans, qu'est-ce que ça veut dire partager par le même esprit, etc. Donc, c'est ce qui me tient. Ce sont des gens comme vous deux, par exemple, aussi Liliane. C'est fantastique que ça existe encore. Et ces gens se trouvent, je pense. Il me semble on se trouve. Et donc, il ne faut pas arrêter de dire une autre vérité et de éventuellement faire petites choses comme par exemple, faites un week-end détox. N'utilisez pas votre portable pendant un week-end. C'est dur, hein? Ah, c'est dur. Mais bon, pas pour vous, mais en général, faites-le avec les enfants. C'est incroyable. Et qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne au niveau de la qualité de sommeil, etc., etc. Comme on dit aussi dans le film, arrêtez le Wi-Fi la nuit, et etc., etc. Et la protection, je me permets de donner la parole un peu à ce monsieur-là qui est un grand expert, si ça vous va. Oui, mais il y a une dizaine d'années, j'arrêtais les gens dans la rue, je voyais une dame avec son landau, en train de pousser son landau, puis pianoter sur son téléphone portable, ou d'autres, je leur disais, mais attendez, là, c'est dangereux, etc. J'ai arrêté parce qu'on me prenait pour un fou, en fait. Hein. Oui, vous avez raison, et puis c'est tout, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai arrêté, bon. Mais n'empêche que, et là, on va jouer à un jeu, si vous voulez. Parce que normalement, si la justice exerçait vraiment, le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, qui est basé à Lyon, aurait dû depuis longtemps classer les radiofréquences comme cancérogènes certains, ou au minimum cancérogènes probables, au vu des résultats scientifiques obtenus. Bon, c'est pas le cas. Si c'était le cas, et que sur les téléphones portables, on marque cet objet est cancérigène, ne pas offrir aux enfants, ce que vous feriez?
question, hein. Non, mais je veux dire, si vraiment c'était marqué, peut-être quand même que ça permettrait à des gens de se poser des questions, à des jeunes de se dire, mais il y a marqué cancérigène, je vais pas avoir le cancer quand même. Bah si, tu feras Alzheimer, plus ça as des chances, statistiquement, des chances de faire du Alzheimer plus tôt, de faire du Parkinson plus tôt, parce que c'est quand même, ça génère des problèmes au système nerveux, et etc. Tu risques de déclencher un cancer, etc. C'est prouvé, hein. Donc si vous avez envie, si vous me permettez, on avait en 2011, il y a eu quand même un classement des radiofréquences en tant que cancérogène possible, catégorie 2B, suite aux études de Lennart Hardel et ensuite de l'étude Interphone, qui a rassemblé plusieurs pays. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un doublement du risque du gliome pour les utilisateurs de longue durée, pendant 10 ans, à raison de 30 minutes par jour. Oui, mais les statistiques, elles dataient des années 2000, en fait. À l'époque, 30 minutes, c'était beaucoup. Vous vous rappelez, ceux qui ont connu les débuts de la téléphonie mobile, les forfaits 1/2 heure, ça existait, hein, ou 1 heure. Alors qu'à 2 heures, c'était... Moi, j'avais un forfait 2 heures. J'ai beaucoup utilisé ça comme objet pendant 15 ans. Hein. Après, je supportais plus. Mais bon. Donc, on avait ces études épidémiologiques. Et donc, fin 2018, on a 2 grandes études qui sont sorties. Donc, elles ont été évoquées dans le film. L'étude du NTP, le National Toxicology Programme, commanditée par la FDA, hein, attention, hein, 10 ans plus tôt, hein, c'était une commande. Hein. Et puis l'étude de l'Institut Ramazzini, qui est un institut privé. Et donc, dans les 2 cas, ce sont des études de provocation. Bon, c'est très cruel, hein, mais enfin, on expose des rats et des souris à des radiofréquences. Donc, pour le NTP, c'était des études avec des niveaux forts, simulant l'utilisation d'un téléphone portable. Alors que pour l'Institut Ramazzini, c'était des niveaux plutôt faibles, simulant l'exposition à des antennes relais. Mais dans les 2 cas, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu des schwannomes au niveau du cœur. Et pour le NTP, des gliomes au niveau du cerveau. Et enfin, des cancers au niveau des glandes surrénales. Donc un cancer qui est lié au système nerveux également. Alors il faut savoir que les gliomes, c'est le cancer des gaines qui entourent les nerfs. Et je suis pas biologiste, hein. Et ces gaines, elles fabriquent la myéline. Donc ça isole le nerf et ça permet une meilleure conduction. Les schwannomes, c'est aussi des cellules, un peu comme les cellules gliales, qui vont cette fois entourer non pas le système nerveux central, mais périphérique. Et de nouveau produisent de la myéline. C'est quand même intéressant de voir que c'est un peu le même genre de cancer. Et ben ça recoupe avec les études épidémiologiques sur les humains où on avait le gliome. Bon, c'est pas mal ça. Et donc en fait avec tout ça normalement le cirque il devrait dire ah ben là maintenant c'est bon, on a les études épidémiologiques d'une part sur les humains, on a les études de provocation sur les animaux, le faisceau de preuves est plus puissant, donc nous passons de 2B au minimum à 2A, cancérogène probable, voire 1 cancérogène certain. Parce que 2B, contrairement à ce que disent les médias, où on ne sait pas trop si c'est oui, si c'est non. Non. Classement 2B cancérogène possible, ça veut dire qu'on a déjà beaucoup de preuves. Sinon, les ondes de radiofréquence auraient été classées en catégorie 3, inclassables, voire 4 substances non cancérigènes. Donc 2B, c'est déjà un fort niveau de preuve. Donc déjà, on devrait appliquer le principe de précaution. On ne fait pas. S'il y a eu la loi Abeille en 2015 en France. Bon. Donc là déjà, ça devrait être fait. Vous savez ce qu'ils ont fait, le cirque, finalement, suite à ces études? Ils ont dit, non, faut faire une étude de réplication du NTP, qui s'appelle NTP Light. Ça a été décidé en 2019. On attend encore les résultats. Et ils ont un groupe d'experts conseils. Les experts conseils, c'est 5 membres de l'industrie, dont Repaccioli, dont Van Ronggen, c'est 2 anciens présidents de l'ICNIRP, et 3 chercheurs qui ont de forts liens d'intérêt avec l'industrie, donc dont Alexander Lerchel, un scientifique allemand, il connaît ça mieux que moi. Donc là, on se dit bon bah si c'est eux qui supervisent, il y a des chances que l'étude cherche à prouver qu'il n'y a pas de résultat pour refaire basculer en catégorie 3. Ça serait peut-être ça l'intention, quoi. On a l'impression que c'est ça. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y a une équipe japonaise, une équipe sud-coréenne. L'équipe japonaise est en train de s'écarter du protocole du NTP. Et quant à l'étude coréenne, le chef de l'étude coréenne est devenu membre de l'ICNIRP en 2024.
Donc, il a dû être convaincu que les ondes ne posent pas de problème. Donc, on a quand même des doutes sur l'équité qui règne sur ce genre d'études, quoi. Et on a l'impression que ça va pas aller dans le bon sens, quoi. Voilà un petit peu entre la justice qui devrait s'exercer et puis ce qui se passe sur le terrain, tout est fait pour ne pas nuire aux intérêts de l'industrie et des gouvernements qui veulent le développement de la technologie. C'est ça, quoi. En voyant ce film, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas diffusé dans les écoles, auprès des jeunes, dans je sais pas, dans des associations de parents? Je veux dire, moi, je pense que, voilà. Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait pas? Oui. Parce que c'est là, à mon avis, qu'il faut agir. Et moi, je pense qu'il y a des jeunes parents qui sont juste inconscients. Oui, d'autres qui s'en foutent aussi. Oui, ça aussi. Mais il faut pas oublier que vous avez affaire avec un complotiste ici. N'est-ce pas? Voilà. Non, mais on a vraiment fait des expériences avec des écoles, c'est incroyable. Il y avait par exemple un monsieur, un professeur qui était attaqué parce qu'il voulait montrer ce film en 2 parties. Et après la première partie, il y avait la classe qui était voir le directeur pour dire, voilà, c'est un film de complotiste. Oui, je vous assure. Donc tout ça, c'est aussi dans l'air, n'est-ce pas? Regardons un peu notre évolution dans la société. Par exemple, j'ai pris une énorme amitié avec la groupe VIR, Monsieur Hush et Monsieur qui est dans le film aussi, oui, Daniel Lobscher et Christian Hush. Ce sont devenus quasi des amis. Ils font un énorme travail, mais ils sont attaqués sans arrêt. C'est des complotistes. Et même en Allemagne, chez moi, j'étais dans un organisme. On m'a attaqué. Maintenant, je suis du droite. Maintenant, je suis quasi nazi aussi. N'importe quoi. Et ça aussi, c'est du lobbyisme. Et si ça arrive dans une école, on va faire la recherche sur Scheidegger. Peut-être je suis vraiment trop critique, vous voyez. Mais bon, j'ai appris à vivre avec ça. Ça va, ça me touche plus. Quand j'ai fait mon premier film, c'est une coproduction avec la première chaîne allemande. Ce film, il est passé 50 minutes comme il faut en France. Jusqu'aux dernières minutes, il y avait des avocats de l'industrie qui voulaient que le titre « Portable en accusation » soit changé à « Portable portable en accusation en États-Unis ». Parce que bon, il fallait le faire ou le film passe pas. Au dernier moment. Donc, j'ai accepté. Les Allemands, ils ont coupé le film et ils ont diffusé 30 minutes seulement au programme du matin sans annoncer le film. Donc, ça fait 2006. Depuis 2006, je suis quasi persona non grata à la télévision. Avant, j'étais presque tous les mois à une certaine chaîne, je fais des productions de reportages et tout ça pendant 25 ans. Mais là, c'est pas voulu. C'est pas voulu. Et il y a des très bonnes raisons. Et vous avez peut-être dans le film, vous avez vu ce qui se passe. Hein. Et les deux à Bruxelles qui se sont mis un peu contre l'industrie, ce sont les seuls, se trouvent seuls. Et Madame Rivasi, malheureusement, est plus parmi nous. Et il n'y a pas quelqu'un qui rentre, prend sa place. C'est vraiment, c'est un grand problème. Normalement, vous avez raison. Il y a d'autres écoles où ça a marché. Moi-même, j'étais invité à des écoles. On a commencé à faire des journées avec mon film, mais c'est très rare, malheureusement.
Voilà, mais très bonne idée, merci. Oui, merci pour votre film, c'est très intéressant. J'aurais aimé savoir si vous avez commencé à investiguer sur les iPods. Pour vous dire la vérité, oui, j'ai oublié de le mettre. Oui, j'ai fait des mesures parce que moi j'aime bien faire des mesures. J'ai ce qu'il faut comme matériel et donc si vous voulez, j'ai fait des mesures sur 2 smartphones en 4G. Donc c'est une petite capsule aussi qu'on a produite. Donc j'ai fait les mesures à 1 mètre pour être excusez-moi, c'est technique, mais en champ lointain, ne pas être en champ proche. Puis après j'ai extrapolé à 1 centimètre de l'oreille. Bah, en gros, à 1 centimètre de l'oreille, vous êtes à 700 volts par mètre. C'est énorme, hein. On s'en rend pas compte. Ils donnent pas ces valeurs-là, alors que c'est certain, quoi. Hein. On a des très fortes valeurs, en fait. Hein. Ils donnent plutôt des watts par kilogramme, en fait, pour le DAS, mais ça correspond souvent à des valeurs extrêmes. Par contre, j'ai fait des mesures rapidement sur des oreillettes, Bluetooth, vous voyez. On est autour de 6 volts par mètre. Donc c'est moindre, évidemment. Par contre, comme c'est du Bluetooth, c'est pulsé à 10 Hz. Donc c'est 10 fois plus bioactif qu'un signal de même puissance, mais continu. Donc faut voir, quoi. Je dirais que les deux sont toxiques, en fait. Il vaudrait mieux téléphoner avec des oreillettes tube à air, où on n'a pas le haut-parleur dans l'oreille. Et il y a une liaison acoustique, en fait, qui fait à peu près 15 cm de long, et on a les écouteurs à 15 cm. Malgré tout, ça reste quand même des niveaux forts, parce que on pense que les câbles jouent le rôle de guide d'onde. Et puis, de toute façon, un téléphone à 1 mètre, c'est déjà 7 volts par mètre. C'est beaucoup, en fait. Donc, puis, il n'y a pas que l'intensité qui compte. Il y a le temps d'exposition. Donc, en fait, on baigne dans un bain qui est plutôt toxique en permanence. Donc, moi, personnellement, je trouve que le sans-fil est une technologie toxique de toute façon, quoi. Et donc, on nuit à sa santé, on nuit à sa vitalité. Après, si on a un bon mode de vie, on peut récupérer, mais plus ou moins. Mais je me pose des questions sur le long terme quand même, puisque les études là scientifiques, elles montrent quand même des risques de cancer, quoi, qui sont augmentés. Oui, c'est pas sûr qu'on va avoir le cancer, mais on augmente les statistiques. Donc, d'ailleurs, vous savez, pour les études du NTP, là, les Ramazzini, et surtout l'étude du NTP, mais tous les rats, les souris, tout le monde, tout était mal. Ils étaient tous malades. Il n'y avait pas que des cancers, en fait. Tous les organes étaient touchés, en fait. On y ravit des pauvres bêtes pendant 2 ans, mais elles sont toutes malades, en fait. C'est ce que disait Arthur Firstenberg dans une publication privée, en fait, à laquelle j'ai eu accès, et qui critiquait fortement cette étude, parce qu'on s'intéresse qu'au cancer. Il n'y a pas que le cancer dans la vie, il y a tous les autres problèmes, en fait. Si vous devenez sensible aux ondes, je vais vous donner mon truc, parce que moi, je l'étais pas, en fait. Il y a une dizaine d'années, je l'étais pas. Et je sentais rien, en fait. Donc, j'ai utilisé le portable pendant des années, comme téléphone. J'avais même plus de téléphone fixe, en fait, Voilà, j'avais un téléphone suisse, un téléphone français, etc. Enfin, bref. Je suis parti vivre en nature, en montagne. Et je faisais tous les jours 2 heures de marche par jour. Et en plus, j'avais adopté un régime détox. Du coup, mon corps s'est nettoyé. Et là, quand je rentrais au chalet, qui était plutôt sympa quand même, je sentais que c'était moins bon que dans la nature. C'était juste le réseau basse fréquence. Puis après, je pouvais plus téléphoner avec le portable, même à 1 mètre, en mode haut-parleur. Et en fait, d'après moi, c'est parce que mon corps s'est nettoyé. Donc, je suis devenu plus sensible. Un peu comme quelqu'un qui ferait une balade en forêt avec un pantalon kaki. S'il y a des taches, il verra rien. Mais s'il met le pantalon blanc, là, il va aller voir les taches. Donc, en fait, si vous voulez vraiment lâcher tout ça, comme le dit Claude, faites une détox, lâchez vos portables, faites du sport et tout, ça aide à se nettoyer. Puis vous allez voir après en revenant, vous allez peut-être sentir les ondes. Mais si on les sent, on n'a plus envie après. Si vous me passez un portable et que vous faites ça, moi je vais le sentir, j'ai pas envie. Je sens que ça chauffe là. C'est peut-être pas de la chaleur, mais c'est une énergie mauvaise que je sens, donc j'en veux pas, quoi. Voilà. Ils se détruisent. Et puis non, j'accapare trop mais ils détruisent non seulement leur santé physique, mais ils détruisent leur connexion subtile, parce que la technologie, c'est la connexion artificielle. Les gens sont addicts, mais en fait la vraie connexion, c'est avec la nature, c'est avec soi, c'est avec l'autre.
eh ben, je pense que la technologie, elle nuit gravement à ça. Comme vous vous effondrez, si on parle de taux vibratoire, vous effondrez votre taux vibratoire et le taux vibratoire autour de vous, la nature est complètement polluée, ben on perd le sacré, quoi. Vous voyez, moi j'aime bien les lieux à haute énergie, hein. Ben on y est bien. Vous voyez, ben ça attaque ça en fait. Donc c'est un vrai, pour moi, l'enjeu il est là, je pense. Ça altère la conscience, ça altère le psychisme. Avec un ami, on a fait des mesures à Mérin il y a 2 ans, près du dôme de la science. On n'a pas publié, mais il y avait des pics à 5 volts par mètre. Hein, et puis en 2 minutes, hein, je les trouve, hein, facile. On avait l'impression de devenir des zombies, en fait. On commençait à être altéré au niveau de notre pensée. On avait les idées noires, etc. Ça produit ça, en fait, parce que ça détruit le biotope. Et si on fait des mesures de taux vibratoire, c'est bas, en fait. Donc c'est une vraie attaque contre le vivant, en fait. Voilà, enfin, voilà, je vais être taxé de complotiste, ça c'est sûr. Je reviens aux questions du Linky, du compteur Linky tout à l'heure. Donc le Linky, moi j'habite pas en France, on a depuis pas longtemps un compteur Linky en France, mais donc il s'agit d'un champ électromagnétique qui entoure l'appareil, si j'ai bien compris, ou un champ électrique. Pas de micro. Et en fait, dans tout champ électromagnétique, il y a une distance à respecter par rapport à l'objet, si je comprends bien. Et à partir de quelle distance est-ce que, ou il n'y a pas de distance, ou je sais pas, enfin je suis ignorant du sujet, hein, c'est pour ça que je pose la question justement. Alors, c'est facile en fait, c'est facile, il y a 2 types de pollution. Il y a la pollution rayonnée par le compteur, ok. Le compteur émet du CPL, donc dans la gamme des kilohertz, donc des radiofréquences, donc plus vous vous éloignez du compteur, mieux c'est. Mais il y a aussi une pollution conduite, parce que l'objectif, c'est de transmettre les informations via le réseau électrique. Et donc, cette pollution conduite, donc ces radiofréquences transitent par les câbles, et ensuite, chaque câble réémet la pollution Linky. Moi, je me rappelle d'avoir loué un Airbnb où le compteur était à 100 mètres. Ben, je sentais la pollution. Parce que la pollution est conduite dans les câbles. Et toute la maison devient une antenne relais émettrice des fréquences Linky. Certes à faible intensité, mais suffisante pour impacter quelqu'un de sensible au niveau de... quand le corps il est pas bien, il se met en mode défense. Hein, justement, il y a les surrénales qui commencent à travailler. On est en mode défense. On n'est pas bien, donc on est nerveux, quoi. Ouais, enfin, si vous n'êtes pas sensible, vous n'allez pas le sentir. Mais je pense que votre santé va être impactée sur le long terme. Donc la pollution, elle est rayonnée et conduite. Il y a 2 types de pollution. Voilà. Moi, je voulais juste un petit peu ramener sur le débat un peu en général, parce que qu'est-ce qui fait que maintenant les gens sont devenus si addicts à toute cette technologie et surtout le portable et le Wi-Fi, parce que s'il n'y a pas de Wi-Fi, ils sont morts. Enfin voilà, c'est vraiment une catastrophe. Mais je pense que c'est vraiment quels sont les moyens dans cette société qui ont été mis en marche pour que des enfants aux vieillards, maintenant, les gens sont addicts. Donc, ils connaissent bien l'esprit humain, ceux qui les mettent en route. Et c'est ça qui, je crois que chacun d'entre nous doit réfléchir aussi. Parce qu'on est tous, je veux dire, on est tous addicts de quelque chose. Et même moi qui utilise très peu le téléphone portable, si tout d'un coup il y a une situation, je dis mais pourquoi je l'ai pas pris ou je sais pas quoi. Mais c'est extrêmement important de réfléchir chacun, de savoir comment on fonctionne. Et puis pouvoir en parler aussi à côté de nous, parce que les enfants maintenant c'est terrible. Quand on a vu aussi les images dans le film, c'est le petit gamin avec le smartphone qui regarde tout ça sur le téléphone. C'est dramatique. Donc, je pense que c'est ça. Et si on peut un peu développer ça ce soir, je trouve que c'est aussi faire de la prévention pour nous, pour notre environnement et puis surtout pour la suite. Parce qu'après, comment se désintoxiquer ? Pour se protéger, vous avez parlé du Li-Fi, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme moyen de se protéger ? Les pierres, les tapis reliés à la terre, qu'est-ce que vous conseillez pour se protéger ? Alors, il y a des choses très simples, c'est-à-dire ne pas utiliser 24 sur 24, ça c'est déjà pas mal. Et on peut faire des essais, par exemple, si vous dormez mal, peut-être vous dormez mal parce qu'il y a trop de Wi-Fi autour. Si vous avez des voisins
qui ont fortement le Wi-Fi en utilisation, parlez avec eux, faites une soirée avec mon film, par exemple, etc., etc. Ça, c'est un début. Ensuite, il y a pas mal de moyens de se protéger, mais je ne peux pas vraiment les juger. Il y a trop de marques qui vous donnent des promesses, etc. Moi, je dis toujours, essayez. Et il y a aussi des compagnies qui vous proposent d'essayer. Et puis, en plus, ce qui est formidable ce soir, nous avons un spécialiste de la protection. Non, mais en fait, c'est simple, en fait. Il faut protéger chaque gamme de fréquences. Donc, vous avez les basses fréquences, le 50 Hz. Vous avez l'électricité sale, dans la gamme des kHz. Et vous avez les hautes fréquences, téléphonie mobile, Wi-Fi et antenne relais. Bon, pour les basses fréquences, c'est simple. Il vaudrait mieux blinder vos câbles électriques. Mais enfin, ça demande de refaire l'électricité. Sinon, vous pouvez blinder déjà vos appareils, votre ordinateur. Mettez un câble blindé. Vous serez beaucoup moins pollué. Vous pouvez couper les disjoncteurs la nuit, mettre des biorupteurs. Il y a plein de solutions pour réduire le champ électrique. Le champ magnétique, c'est compliqué. Il faut s'éloigner du champ magnétique. On peut couper les sources aussi. Pour l'électricité sale standard, hors Linky, les filtres. Les filtres à condensateur, ça marche très bien. Il faut les placer au bon endroit. Enfin, c'est faisable. Tout ce qui est haute fréquence, le Wi-Fi, vous le coupez. D'accord ? Vous faites autrement, vous faites des liaisons câblées. Par contre, les antennes relais du voisinage ou les Wi-Fi du voisinage, là, ça demande du blindage. Donc, il existe des peintures au carbone qu'on relie à la terre. Vous avez des tissus de blindage. Tout ça, je sais ce que je recommande à mes clients depuis longtemps. Enfin, faut que ça soit bien fait. Mais on a une certaine efficacité. Voilà. Donc là, on va minimiser les sources. Après, ça ne veut pas dire que votre maison soit saine, parce qu'il y a d'autres problèmes qui interviennent. Enfin, déjà, vous aurez fait du bon travail. C'est le fait de ne pas s'exposer outre mesure à des choses qu'on pourrait éviter. Vous voyez, c'est les premières mesures de base. Alors après, ça peut être intéressant de faire appel à un spécialiste parce que la situation est parfois complexe. Mais en tout cas, oui, on peut se protéger dans une certaine limite, à savoir, faut pas que l'antenne relais soit trop proche. Les compteurs communicants, c'est compliqué. Si vous êtes à côté d'une ligne haute tension, c'est très compliqué aussi, parce que c'est très proche. Ou si le transformateur de quartier est collé à votre maison, c'est aussi ennuyeux. Mais sinon, pour le reste, on peut déjà faire des choses. On peut améliorer, quoi. Mais pas toujours. Il y a des cas. J'ai des centaines d'analyses derrière moi, donc j'ai tout vu en fait, des gens coincés dans leur appartement genevois, trop vieux pour déménager, et qui doivent faire avec. Des cas dramatiques. Je leur dis, on va faire ça, on va améliorer. Ça restera pas terrible dans certains cas parce qu'il y a trop de Wi-Fi voisins, mais les gens ils n'ont plus la ressource de partir, on veut pas leur louer ailleurs, ils n'ont pas l'énergie pour. In fine, ça peut devenir une souricière un logement, vous savez. Mais en général, on peut quand même pas mal améliorer les choses. À ne pas oublier, il faut parler avec nos politiciens régionaux. Oui, vous rigolez, mais il faut le prendre, il faut le confronter avec les soucis, avec la santé et les problèmes de la santé. Et qu'est-ce qu'ils disent? Et c'est vraiment très, très, très important. Nous, on le fait. Par exemple, on a fait maintenant en Allemagne, on a fait mesurer par un spécialiste, ce monsieur qui est dans le film, monsieur Moldan, là, il est biobiologue, comment on dit ça en français? Géobiologue. Biobiologue. Voilà. Mais toi, tu fais à peu près la même chose, j'imagine. Oui. Déjà savoir combien d'ondes nous avons chez nous, qu'est-ce que ça donne, etc., etc. Et ensuite réagir. C'est pour l'instant, en principe, ce qu'il faut faire. Ensuite, faut parler avec les politiciens, avec les enfants, faut discuter, faut se mettre dans leur peau et essayer de trouver un bon chemin de la discussion. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont on appelle ça de digital natives. Ils sont nés avec le digital. Ce que nous n'avons pas connu. Donc c'est autre chose.
Et c'est très souvent les parents eux-mêmes qui regardent plutôt ça que leurs enfants, etc., etc. Donc, voilà, tout ça, c'est important. Il faut penser. Les tapis reliés à la terre. Je ne connais pas. Les tapis de mise à la terre, les surmatelas de mise à la terre, je connais bien hein, depuis une quinzaine d'années. J'ai expérimenté et ça marche bien dans de bonnes conditions. C'est-à-dire qu'il faut que le logement soit sain. C'est pas si simple que ça. Et si la prise de terre, par exemple, si vous avez un compteur communicant, votre prise de terre va capter le CPL de la phase et du neutre. Parce que le Linky émet sur la phase et sur le neutre, figurez-vous. Et donc, la prise de terre va être polluée. Donc, à ce moment-là, si vous faites de la mise à la terre, il faut prendre un câble qu'on va brancher dans le jardin, si vous avez un jardin. Mais si vous utilisez la prise électrique du réseau, vous allez être pollué. Et ce sera vrai aussi dans d'autres cas de figure. Voilà, donc c'est pas la mise à la terre, oui, c'est bien, mais ça dépend du contexte. Il faut que la prise de terre soit saine. Et par exemple, j'ai eu les cas de figure où la prise de terre émettait du champ électrique. Je faisais les mesures, mais j'ai tout vu, hein. J'ai expérimenté de toute façon, donc j'ai tout appris sur le terrain. Donc ça dépend du cas de figure. Après, vous pouvez faire des essais, voir si ça vous dormez mieux, etc. Mais a priori, moi je dors relié à la terre depuis une douzaine d'années, hein. Clairement, et ça fait une sacrée différence. D'ailleurs, il y a eu une équipe de cyclistes du Tour de France, une équipe américaine, ils dormaient reliés à la terre. Et quand ils avaient une blessure, vous mettez des patchs de mise à la terre, ils guérissent 3 fois plus vite. Donc ça marche, hein. Et d'ailleurs, l'équipe de Clinton Aubert, le gars qui a inventé la marque Earthing, voilà, il a fait des expériences justement. Et donc, ça réduit l'inflammation, la mise à la terre. En thermographie, en 30 minutes, on le voit. Et donc, il y a des gens qui ont récupéré de la santé grâce à la mise à la terre, en marchant pieds nus et puis en dormant relié à la terre. Lisez le livre « Connectez-vous à la terre » de Clinton Aubert. C'est très motivant. Franchement, c'est une superbe panacée. Marcher pieds nus, moi, je peux marcher 1 heure pieds nus tous les jours. Pieds nus, hein, sur l'herbe. Ça vous régénère, en fait. Je voulais juste rajouter quelque chose, si vous permettez. C'est qu'il y a un des points qu'Alexis a dit au tout début, qui était important quand il a montré le tableau. C'est que pourquoi il y a cette imposition de toutes ces technologies, pourquoi cette société devient aussi addictive. Il y a quand même, il faut pas oublier, c'est que la 5G et les autres qui vont suivre permettent la surveillance et vont tranquillement vers le transhumanisme. Et ça, il faut vraiment en être conscient. Voilà, merci pour ton tableau. Comment vous voyez le sujet dont on parle aujourd'hui dans un agenda global qui va quand même vers une fusion homme-machine et un système de surveillance à la chinoise? Enfin, faut pas rêver, je crois que tout le monde le voit. Est-ce que chacun de vous pourrait s'exprimer à ce sujet et de l'importance de se réapproprier au moins un pan de notre existence, surtout que celui-là touche très directement les enfants, comme tu l'as montré dans le film, avec que cette addiction qui est développée, voire encouragée, quand ils sont déjà tout petits. Il y a quelques semaines, c'est la dame qui fait la recherche sur le cerveau que vous avez trouvé dans le film, qui m'a dit, Klaus, il faut qu'on fasse un film sur l'intelligence artificielle parce que c'est des pires en pire. Mes collègues m'ont téléphoné, il y a par exemple 20 nouveaux étudiants et 18 sont complètement cons. Ils comprennent rien. Ils sont pas capables de se concentrer. Il y a que 2 qui sont à peu près OK. Donc c'est un phénomène, c'est un résultat. Et donc tout ça, c'est le média. Moi j'étais fier d'être reporter. Je montais ma boîte et depuis à peu près 30 ans, ça a commencé qu'on m'a dit ce qu'il faut faire parce que c'est ça que les gens voudraient voir. Donc comme je suis pas prêt à faire la manipulation, je quittais ce chemin. Donc c'est à chacun de nous d'ouvrir les yeux. Et je peux aussi vous dire que il y a cet organisme que je trouvais en Suisse. Et au début, j'étais un peu sceptique parce qu'il parle de 2030. Hein? Voilà, l'agenda, c'est WIR, le VIR.
Et il parle très clair. Et au début, j'étais, est-ce que c'est juste, etc., etc. Et maintenant, on voit de plus en plus. Il faut ouvrir les yeux de quelle direction qu'on prend. Et c'est nous-mêmes aussi. Donc, c'est très, très, très important qu'on ouvre les yeux et on discute. Et merci encore 1000 fois que les soirées comme ça sont possibles parce que c'est un début, mais on ne peut plus être aveugle. Bon, pour ma part, l'agenda paraît assez clair. La chose que je voulais dire, c'est que faut vraiment se rendre compte que la technologie de la 5G, de la 6G, de la 4G, enfin, etc., toutes ces technologies, en fait, on n'en aurait pas vraiment besoin. Il y a des chercheurs qui avaient trouvé des choses qui étaient beaucoup moins toxiques, mais malheureusement, ils ont tous eu leurs problèmes. Et puis, une chose, il faut se rendre compte que, particulièrement la 5G et la 6G, ils ont besoin de ces technologies pour arriver au contrôle total, pour arriver au transhumanisme, et ça, est-ce que c'est ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons pour nous-mêmes? Bon, moi, c'est un choix, c'est déjà fait. Mais, je veux dire, pour nos descendants, et puis la suite de la vie. Voilà. Donc, moi, je suis pour défendre la vie, et puis, voilà. Donc, pour moi, elle ne passe pas par ça. Oui, bah tout a été dit en fait. Hein, mais personnellement, j'ai arrêté le téléphone portable parce que je sentais que c'était toxique pour ma santé en fait. Mais aujourd'hui, je pense que c'est toxique pour ma liberté d'en avoir un, parce que le fait d'accepter d'être géolocalisé, ça me semble insupportable. Donc, j'ai une voiture avec je peux utiliser un GPS, mais je peux l'enlever. Vous voyez, j'ai pas envie qu'on puisse me pister comme ça partout, tout le temps, quoi. Je veux dire, les téléphones portables, ils n'ont plus de batterie amovible. C'est louche quand même. Je veux dire, ça a disparu en 2016, 2017, quoi. Déjà, c'était un signe quand même. Hein. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait on aurait pu imposer un pass sanitaire comme ça sans les smartphones? Question, hein. Donc c'est comme si nous, société civile, par notre naïveté, nous permettons au système de nous emprisonner en fait. Et donc moi je pense qu'il faudrait résister à la technologie. C'est pour ça que je veux pas de téléphone portable. Je me suis organisé pour faire autrement. J'ai eu une ligne téléphonique sur mon ordinateur portable, une application qui me permet de téléphoner à peu près n'importe où du moment qu'il y a une box internet. Et j'accède aussi à mes mails. Et puis chez moi, j'ai un téléphone, quoi, comme tout le monde, et j'ai aussi Internet. Je ne vis pas dans une caverne. C'est possible de vivre sobrement, en fait. Et je suis très bien comme ça. Donc, je sais pas pourquoi les gens sont addicts, mais j'ai réfléchi à la question, en fait. Je me suis dit, mais en fait, l'être humain, l'occidental, c'est comme l'Indien qui s'est fait appâter par de la verroterie, par du whisky frelaté, des couvertures pleines de punaises qui lui collaient la variole. Et il a échangé ça contre sa vie, en fait, et contre la nature. Et donc, en fait, on détruit la nature pour la technologie. Et donc, s'il n'y a pas un changement de prise de conscience des êtres humains, ça ne peut pas marcher. Il faudrait que les gens réfléchissent, mais ça n'a pas l'air d'être tout à fait le cas, sauf une minorité. Et je dirais même parmi la minorité, quand je dis aux amis, lâchez le téléphone portable, non, franchement, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Il faudrait se poser la question pourquoi, en fait. Parmi les gens extrêmement instruits de tout ce qui se passe, il y a une difficulté à lâcher le téléphone portable. Ça mérite réflexion. Et Klaus, il en parle très bien, il parle de l'addiction, là, mais j'ai réfléchi à l'addiction. Je me suis dit, l'addiction, en fait, c'est l'égoïsme. C'est notre égoïsme. C'est qu'on veut, je sais pas, ou alors c'est, je ne veux pas lâcher ça parce que ça remplit sa vie, ça comble un manque. Donc, il faut aller chercher quel est le manque. Et la solution, justement, c'est peut-être moi, c'est la nature. Je vais aller me balader dans la nature, loin des ondes, sans téléphone portable, et même pieds nus, parce que j'augmente ma connexion à la nature. Je retrouve le contact avec la terre. Je déroule mon pied. Il y a mes orteils qui deviennent intelligents. C'est extrêmement agréable, en fait. Par contre, on a froid aux pieds, hein, ça. Mais on s'y fait. On s'y fait, et du coup,
on augmente son immunité. Je l'ai constaté. J'améliore mon immunité avec ça. C'est comme se baigner dans l'eau froide dans le lac Léman. Les gens, ils le disent, ils sont plus malades, en fait. Mais c'est quand même assez exigeant, quand même, hein, se tremper dans l'eau froide. Hein. Donc, à mon avis, il faut remplacer ces expériences d'hyperconnexion par d'autres expériences encore meilleures. Donc, pour ma part, la nature, c'est formidable. Je trouve que c'est meilleur. Et donc, dès que j'ai un temps libre, je sors dehors. Je vais faire du sport et tout. Voilà. Pour moi, c'est ça, c'est le bonheur, quoi. Donc, Basiquement, je dirais simplement que l'addiction, elle vient surtout de la facilité. Et puis qu'en fait, il faut peut-être revenir qui on est en tant qu'être humain. Ben voilà, on doit faire des choix, il y a des difficultés, il faut avancer. Et puis aussi, dans notre société, ça serait de ralentir un peu. Ralentir, et bien sûr la nature, je suis tout à fait d'accord avec les solutions de marcher lentement. Voilà. Ghislaine, est-ce que tu pourrais nous expliquer, et ça ce sont des solutions beaucoup individuelles si on peut dire, qu'est-ce que les citoyens, les habitants suisses de plein de communes dans tous les cantons, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour se mobiliser si tout à coup ils veulent pas que la 5G envahisse leur commune, hein, s'il te plaît? Action, action, action. Ce qui veut dire déjà, c'est qu'il faut se renseigner s'il y a des nouvelles mises à l'enquête, s'il y a des autorisations, etc. Après, notre association, ça je parle surtout pour Genève, mais ça aide aussi les autres cantons. On peut aider les gens qui veulent réagir. On a des lettres qui sont déjà préfaites. On facilite un peu le travail parce que pour les gens, c'est toujours quelque chose de nouveau. Ça demande beaucoup d'énergie. Ils ont beaucoup de choses à régler dans leur vie. Donc, on facilite cette partie-là. Et puis, c'est d'agir au niveau aussi juridique. Et ce que je conseille, et c'est malheureusement ce que nous, on n'arrive pas à faire, à part Sabine qui l'a fait très bien dans sa commune, c'est d'agir au niveau des politiques. C'est vraiment d'agir au niveau des politiques pour qu'ils soient déjà au courant. Et ça, c'est extrêmement important parce que la plupart du temps, ils connaissent rien. Voilà, ça pour moi, ça c'est la base et c'est d'en parler. Je veux dire, de dire quand il y a quelque chose, par exemple ce film, par exemple de dire tiens, j'ai vu telle et telle émission, ou bien voilà, j'ai appris que ça peut poser des problèmes. C'est de parler aux gens. Mais pour éviter les antennes, il faut vraiment mettre la main à la pâte. Il n'y a pas de recette miracle. Donc là, il y a des associations quasiment dans tous les cantons, mais il faut être organisé pour pas perdre trop de temps. Et puis après aussi une chose qui est très importante parce que ces démarches ont un certain coût, surtout dès qu'on passe en justice, c'est que il faut, avant de se lancer dans un acte juridique, c'est vraiment de se renseigner avec quelqu'un, un ingénieur et tout, qui peut lire ces dossiers techniques et qui peut surtout les évaluer, les recalculer pour éviter des frais énormes et aussi pour gagner parce que actuellement, il faut savoir que tout ce qu'on a vu dans le film, tout ce qu'on sait qu'il faudrait faire pour ne pas utiliser les ondes électromagnétiques, etc., tout ça est balayé par la justice et surtout la santé. Et pourtant, c'est des milliers et des milliers d'études qui ont été faites, qui ont prouvé qu'il y avait des problèmes sur quasiment tous les systèmes biologiques de notre corps, sur le système nerveux, enfin, tout y passe. Et donc, il y a un reniement de notre société pour des questions de pouvoir, des questions d'argent et surtout, à mon avis, pour cette facilité et aussi pour dominer la race humaine. Donc, il faut se positionner. Agir, ça veut pas dire descendre dans la rue, hurler, etc. Ça veut dire déjà se positionner. Et après, faire des démarches logiques. Et là, vous pouvez vous renseigner auprès des associations. Nous, si jamais la nôtre, pour Genève en particulier. Et à d'autres niveaux aussi en Suisse. En France, je sais que c'est un petit peu plus compliqué, mais il y a aussi des collectifs. Il y a aussi des associations qui fonctionnent très bien, comme Robin des Toits, Pris à terme, etc. Donc, renseignez-vous, surtout renseignez-vous, informez, changez vos habitudes.
tout ce que vous pouvez faire pour diminuer votre propre consommation, votre propre utilisation de tout ce matériel. Il y a des moyens dont Alexis, dont on en a parlé, de mettre tout en filaire, et puis surtout de consommer, de toujours demander, par exemple, quand vous allez acheter quelque chose, la gamme d'en dessous, et pas celle qui va encore aller plus vite, pas celle qui va encore en rajouter 3 couches. Il y a tout en mode à changer, quoi. Parce qu'on peut avoir le même confort, exactement le même confort. Voilà. J'aimerais rajouter que il y a un couple toxique, c'est l'antenne relais et le téléphone portable. Donc, si on veut plus d'antenne relais, faut arrêter d'utiliser les téléphones portables. C'est logique, hein. S'il y avait 1 million de personnes qui lâchaient la téléphonie mobile, ça ferait peut-être un effet boule de neige. Non, mais c'est vrai, il n'y aura pas de solution si on lâche pas les téléphones. Je veux dire, c'est comme si vous vouliez convaincre les fabricants de cigarettes d'arrêter de polluer. Non, il faut arrêter de fumer, quoi. Vous voyez, il y a une logique. Donc, on ne peut pas lutter contre la téléphonie mobile si soi-même on est addict à la téléphonie mobile. C'est pas logique. En fait, c'est pas cohérent. Donc, ça veut dire que chacun doit faire un travail. Je sais que c'est pas facile. Je vais aller dire, il veut vraiment qu'on lâche les portables, mais ça serait vraiment la solution parce que ça leur couperait les vivres, hein. Donc, c'est notre addiction qui nous condamne quelque part. Même si on pourrait se contenter de faire de la 2G, hein. La 2G avec l'appel voix et le SMS, ça suffirait et on diviserait les puissances. Vous avez vu le rapport de 1 à 1 million, quoi, de puissance reçue, hein. Ça serait déjà beaucoup mieux, sauf pour les riverains des antennes 2G, hein, parce que c'est déjà très toxique. Mais enfin, je pense quand même qu'il faudrait aller dans la décroissance de la téléphonie mobile, très clairement, quoi, de plus en plus. Je voulais juste rajouter quelque chose. Tout ce qui est gratuit coûte très cher. Ce qui veut dire, par exemple, le WhatsApp. Vous êtes tous en train d'envoyer dans tous les sens des WhatsApp à n'en plus finir toute la journée, d'être atteignables. Vous êtes de l'autre côté du monde, ici et tout déjà. Je trouve que c'est très mauvais. Il faut pouvoir déconnecter de son propre environnement, ça fait du bien. Grâce à toi, Klaus, grâce à ton film, ben voilà, on a une cette soirée. Grâce à Liliane, merci beaucoup, qui est toujours dans un accueil qui est parfait. Et ça nous a permis de discuter sur ce sujet qui, en fait, n'intéresse pas grand monde parce que peu de gens se rendent compte de vraiment qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors, je remercie beaucoup les personnes présentes qui se renseignent et qui le font. Voilà, merci. Merci beaucoup d'être venu et merci pour la discussion. Et puis, merci à Liliane et à vous. Et ça fait grand plaisir qu'on se revoit peut-être un jour et je vous montre la solution qui est établie, la lumière.